aura pas de support. Je vais vous inviter à fermer les yeux si besoin et à faire travailler votre imagination. En 2050, les enfants que vous croisez aujourd'hui tous les jours dans les rues n'auront même pas encore 30 ans. On parle donc d'un futur proche que vous partagerez avec vos enfants, vos petits-enfants, des rues par lesquelles vous passerez, un quotidien que vous connaîtrez ensemble. Ce qui est sûr, c'est que l'Île-de-France ne ressemblera pas à celle que l'on connaît aujourd'hui. Le changement climatique s'apprête à la redessiner et les actions menées dès aujourd'hui, mais également l'absence d'action, sont ceux qui tracent d'ores et déjà les paysages de demain. Je vous propose aujourd'hui de plonger dans 2 scénarios. Le premier où l'on a laissé voir sans agir et où l'on n'a pas ni saisi ni lutté contre les conséquences du changement climatique pour rendre ce territoire agréable à vivre. Et le second où l'on a pris les devants, les bonnes décisions et choisi d'investir pour que notre région demeure un territoire où l'on a envie de vivre. Donc, premièrement, l'Île-de-France en 2050, sans stratégie d'adaptation. Nous sommes en juillet 2050, cela fait déjà 3 mois que l'on enchaîne les périodes caniculaires. À Paris, c'est la fournaise. Les petites rues ne sont pas aérées, l'air est lourd et il fait 50 degrés. En passant devant les boutiques, nous sommes assaillis de bouffées d'air étouffantes qui s'échappent des petits tuyaux blancs, coincés entre l'interstice des portes. Cet air nous assomme. Tout le monde s'est équipé en climatiseurs individuels qui rejettent cet air chaud dehors. Les moteurs et les pots d'échappement des voitures et des camions ajoutent encore à la chaleur. Dans les rues larges, c'est encore pire. Le temps nous est compté lorsque l'on veut traverser et sortir des zones d'ombre, tant on souffre d'être exposé au soleil. Le bitume a fondu, ça colle aux semelles. Par endroits, les chaussées sont affaissées. L'asphalte et l'enrobé noir n'ont pas pu résister aux températures supérieures à 35 degrés. Les conducteurs sont agglutinés dans des embouteillages sans fin. Les jeunes arbres qui ont été plantés en dernier recours sont desséchés. Il aurait fallu les planter il y a plusieurs années pour qu'ils puissent ombrager la zone et largement désartificialisée pour ne pas trop souffrir des sécheresses actuelles. Sortir dans cette chaleur avec les enfants ou les grands-parents est dangereux et prendre le métro, RER ou Transilien l'être encore plus. Les malaises sont fréquents à cause des températures importantes. Le trafic est de plus en plus ralenti sur les lignes en extérieur à cause des fortes chaleurs que les rails ne peuvent plus supporter. Même le personnel est affecté. Ils n'ont pas d'espace où se rafraîchir et entament une énième grève par suite d'un décès d'un conducteur sur la ligne 11 du métro qui a fait un arrêt cardiaque à cause des chaleurs. Pour couronner le tout, les lignes qui empruntent un pont sur leur parcours sont fermées. Les joints en tête de pont sont trop sensibles avec leurs fondations en bois mises à découvert par l'assèchement de la Seine. Un pont s'est effondré à force de passages répétés du RER A. Depuis, par précaution, tous les ponts à risque ont été barrés. À propos de catastrophes, les malaises et décès sont également de plus en plus fréquents dans d'autres corps de métier, sur les champs de construction, dans les cuisines de restaurants et chez les livreurs. Les informations ne cessent de répéter qu'il faut alerter en cas de fatigue, sueur abondante, nausées, maux de tête, vertiges, malaise, crampes, déshydratation, coups de chaleur. Mais les conditions de travail actuelles ne permettent pas d'éviter les décès dans ces températures-là. De plus, pour les entreprises, les pertes de produits s'enchaînent, car les chaînes d'approvisionnement sont perturbées et entraînent la décomposition plus rapide des produits et déchets organiques, pour la nourriture en particulier, ce qui pose un vrai problème de salubrité et de santé publique. Ces problèmes de conservation sont amplifiés par les nombreuses coupures d'électricité causées par les pics de demande en énergie et les hausses de coûts de fonctionnement liées aux difficultés rencontrées à cause de la chaleur. Et la demande est trop importante. Les coupures d'électricité sont aussi à l'origine d'accidents graves liés à l'absence de feux tricolores et d'éclairage dans les tunnels. Et les Vélib, eux aussi, sont hors service. Au milieu de tout cela, on aperçoit au loin les grandes tours en verre implantées, indépendamment de l'orientation du soleil, avec des baies vitrées toujours plus exposées. Elles sont gigantesques et elles sont vides. Trop dépendantes des systèmes d'énergie tout automatisés, à chaque coupure d'électricité, il est impossible d'y travailler. Tous ces bureaux vacants, quel gâchis. Pour certains, c'est encore pire. Des climatiseurs sursollicités tombent en panne, notamment dans les logements sociaux. Parfois nombreuses dans les logements, les familles souffrent de l'ancienneté du bâti, n'ont pas de parc ou forêt à proximité et ne peuvent quitter Paris. Les pics d'hospitalisation et la surcharge des urgences entraînent des conséquences dramatiques, surtout pour les personnes âgées, pauvres et solitaires, pour les personnes isolées ou les femmes enceintes. À présent, il y a 2 pics de mortalité, un l'hiver
et un l'été. Vivement octobre. Enfin, je dis ça, la réalité, c'est qu'avec l'automne viendra la saison des grosses pluies et des inondations. Et après les sécheresses de cet été, les sols seront si secs que l'eau des pluies intenses ruissellera sur les sols et ira saturer les réseaux d'assainissement qui, à chaque fois, débordent, polluant les alentours. Et c'est encore pire quand les coupures d'électricité affectent le processus de traitement des eaux ou quand les égouts débordent. Les eaux polluées finissent par se déverser dans la Seine et toutes les villes en aval en subissent les conséquences. Les inondations d'eau polluée, c'est toujours des épisodes traumatisants dont on se souvient longtemps. Et alors, cette fois, ce n'est plus les ponts ou les rails déformés, ce n'est plus sur les ponts ou sur les rails déformés qu'on ne peut plus circuler, c'est autour des transports en commun enterrés et inondés d'être à l'arrêt pour quelques semaines, voire quelques mois. Les inondations font également des dégâts dans les quartiers, sur les infrastructures, et des quartiers entiers sont souvent bouclés, que ce soit directement à cause des averses ou bien des débordements de la Seine, de la Marne, de l'Oise, de l'Yonne, du Loing, du Grand Morin, de l'Epte ou de l'Essonne. Les jardins sont dévastés par les coulées de boue toxiques, car pleines de pesticides, partout en Île-de-France, et les fondations des maisons individuelles sont à fouiller. Pour les bâtiments, les parkings et premiers étages sont systématiquement condamnés, les revêtements sont encore dégradés et l'humidité remonte dans les étages supérieurs, quand les murs se tiennent encore. Le nombre d'accidents à déplorer est croissant et certaines assurances ont fait faillite. Les remises en état ne sont donc plus prises en charge. Les particuliers et les acteurs de l'immobilier se retrouvent seuls face à leurs dommages. Après avoir manqué d'eau tout l'été, subi les pénuries engendrées dans tous les secteurs, vu le manque d'eau ralentir tous les chantiers et limiter toutes les exploitations agricoles, c'est quand même un comble que le surplus d'eau vienne juste après déstabiliser les infrastructures souterraines, polluer toutes les eaux et à nouveau affecter l'économie et les marchés, notamment le secteur de l'immobilier, avec ses innombrables bâtiments aux fondations fragilisées et aux façades fissurées. En parlant de fissures, les bâtiments anciens, situés en zone argileuse, et les maisons individuelles, à force de sécheresse, voient leurs murs craqueler d'année en année jusqu'à effondrement. Le drame, c'est que la Cour des comptes avait prévenu en 2022 que le dispositif d'indemnisation pour les sinistrés était en péril et que malgré tout, nous n'avons pas su faire face à l'augmentation du nombre et de la durée des sécheresses. Ces mêmes sécheresses ont été à l'origine de grands feux de forêt qui elles-mêmes ont incendié des dizaines de bâtiments, notamment certains qui faisaient partie du patrimoine historique ou même parfois des bâtiments neufs. Une bibliothèque a brûlé, des milliers de livres d'archives ont été perdus. Des braises incandescentes en provenance du bois de Boulogne, portées par le vent sur des kilomètres, étaient venues se déposer dans un renfoncement invisible à l'œil nu durant la nuit et personne n'a su avant qu'il ne soit trop tard. Pareil, depuis le dernier feu de Fontainebleau, les forêts sont inaccessibles en été alors que c'était le seul endroit pour se rafraîchir jusqu'ici. Le vrai problème, c'est le manque de répit. Ne pas avoir anticipé nous conduit à gérer toutes les urgences en même temps, de catastrophe en catastrophe, sans plus savoir où donner de la tête et sans avoir le temps de mettre en place de quelconques stratégies à présent. Et puis notre marge de manœuvre s'est réduite. Des solutions qui auraient pu être efficaces si mises en place en amont sont maintenant hors d'atteinte. Les arbres notamment. Les rares qui ont été plantés avant 2030 nous rafraîchissent un peu, mais ceux qui ont été plantés depuis sont trop frêles. Et en planter maintenant est complètement illusoire, les jeunes pousses ne tiennent pas avec de telles sécheresses. Les berges végétales n'ont pas le temps de se développer non plus entre deux crues. Les sols désimperméabilisés ne réussissent pas à se régénérer suffisamment à temps pour s'éroder avec les coulées de boue. C'est l'impasse. Le climat social est tendu entre les générations, avec un gouffre d'incompréhension entre ceux qui murmurent « si on avait su » et ceux qui hurlent « mais vous auriez dû ». Ok. Ceci était le scénario catastrophe, dramatique, insoutenable. Sortons de cet enfer. Allons visiter le territoire francilien dans un scénario où l'on s'est retroussé les manches et où l'on a ouvert les portefeuilles à temps. Donc, l'Île-de-France en 2050, avec stratégie d'adaptation. Nous sommes donc en juillet 2050. Cela fait déjà 3 mois que l'on enchaîne les périodes caniculaires, mais heureusement, on était prêts cette année. Les petites rues ombragées par de grands arbres sont piétonnisées. Elles sont souvent en grande partie désimperméabilisées, alternant parterres de gazon non fauchés et chemins en bois. Des pistes cyclables sont présentes, côte à côte avec des fontaines,
et du mobilier urbain tel que des transats fixés au sol et des jeux pour enfants sous des pergolas végétalisés sont présents. Hors des périodes de sécheresse, des brumisateurs disposés à intervalles réguliers rafraîchissent aussi les espaces et des distributeurs d'eau potable sont à disposition pour remplir les gourdes des passants. Les rares véhicules ne sont plus thermiques et ne dégagent plus aucune chaleur. Ils sont de toute façon réservés à certains cas particuliers, les personnes à mobilité réduite, urgences médicales, chargements lourds et encombrants. Dans les grands boulevards, les grandes voiles qui servent d'ombrières évitent l'éblouissement car les pavés sont gris et beige clair et le sol reste relativement frais. Sur toutes les places, les arbres plantés il y a une demi-douzaine d'années ont bien poussé et sous l'effet d'une oasis et font l'effet d'une oasis tant l'effet Tiny Forêt est réussi. Les façades et toitures des bâtiments végétalisés, eux aussi, renforcent l'impression de prédominance de la nature et le bien-être induit. Les transports sont peu fréquentés aux heures les plus chaudes car les horaires sont aménagés à chaque période caniculaire. Nous rejoignons des espaces de travail, les Liberfrais, en décalé. Nous y restons jusqu'à la pause générale entre 13h et 17h et il y a maintenant des Liberfrais dans chaque quartier, ouverts à tous. Entre 13h et 17h, il fait si chaud et la vie est si calme que l'on ne peut imaginer louper la sacrée sieste. L'hiver, c'est très différent. Les Liberfrais sont aménagés pour permettre aux sans-abri de ne pas passer les nuits dehors. Entre octobre et mars, ciao les Liberfrais et les siestes de l'après-midi. Les horaires de pointe entre 18h et 20h sont de retour. La ville du quart d'heure a pris le pas sur les autres modes d'organisation urbaine et tout est accessible à pied. Entre les centres-villes d'Île-de-France circulent des bike-bus qui chargent les vélos à l'avant pour transiter plus rapidement et permettent d'assurer les plus grandes distances. La bike rame du métro est aussi très pratique. On clipse le vélo, récupère la clé et on profite du trajet au calme avant de revenir les chercher. Toutes les infrastructures ont été passées en revue. Certaines ont été redimensionnées, comme certains ponts indispensables, et des alternatives ont été prévues pour d'autres, notamment des cross-canoës à disposition pour traverser certaines portions des fleuves. Les grandes campagnes de sensibilisation débutées après la canicule de 2003 se sont intensifiées après celles entre 2025 et 2030. Elles ont permis à tous d'aborder les bons réflexes. Chacun sait maintenant comment prendre soin de soi, de son voisin et de sa voisine, et tout le monde a sa gourde à proximité en cas de malaise. Les entreprises, elles, ont pu anticiper à apprendre à mieux gérer les chaînes d'approvisionnement en période de chaleur, en s'appuyant notamment sur des fournisseurs locaux pour les denrées alimentaires. Elles ont aussi des procédures de gestion, des chantiers adaptés par palier pour faire face aux fortes températures. Les horaires décalés et les mesures de sobriété ont aussi permis de soulager les phases de forte demande énergétique et les réseaux électriques ont fait l'objet de travaux pour supporter les fortes chaleurs. À présent, il y a même une météo de l'énergie et l'on peut s'y référer pour s'approvisionner en toute sécurité. Les nouveaux bâtiments, eux, ne ressemblent pas du tout aux visions futuristes. Exit les structures complexes et les matériaux rares que l'on présentait dans les années 2000. Exit surtout les façades vitrées orientées sud-ouest. Bye bye les tours démodées. La mode est aux attrape-vents qui s'élèvent au-dessus des villes, aux bâtiments en paille et en pierre de taille, aux constructions géorafraîchies. La priorité systématique est à la passivité pour les systèmes de rafraîchissement ou aux réseaux de froid urbain qui ont vécu un boom de développement ces dernières années. Le plus inattendu a été les exigences fixées pour la dernière vague de rénovation et de réhabilitation. Les isolations par l'extérieur pour tous les bâtiments qui abritent du logement, y compris sur le patrimoine historique, et avec des investissements spécifiques pour les mener sans dénaturer l'apparence des bâtiments. Des restructurations pour favoriser la circulation de l'air, des installations de dispositifs de protection solaire, des pompes à chaleur réversibles, tout a été pensé pour préserver le confort thermique. Et tout cela a pu être mis en place grâce à la formalisation d'indicateurs de confort d'été dans le DPE, à la prise en compte du confort d'été dans les audits énergétiques, aux dispositifs de financement de travaux, comme par exemple MaPrimeRénov' version 2024. Le réemploi des eaux pluviales a été autorisé et généralisé pour divers usages. D'abord les arrosages extérieurs, puis les alimentations autonomes des WC et machines à laver. Toutes les stratégies d'adaptation territoriale de ces dernières années ont porté leurs fruits. Les sols ont été largement désimperméabilisés,
et les nappes phréatiques se rechargent mieux pendant les périodes de pluie. Et même pendant les périodes de pluie intenses, les sols absorbent une grande partie des pluies et les réseaux d'assainissement redimensionnés sont en capacité d'accueillir le surplus. Les sols sont vivants car les pesticides ont été interdits dans la plupart des cultures. L'agriculture raisonnée est à présent largement répandue. Les terres sont couvertes de végétaux et des arbustes touffus retiennent les coulées de boue à distance des jardins et logements. Les résidences, les parcs et les rues sont ornés de magnifiques noues, jardins de pluie, bassins naturels de rétention qui stockent, infiltrent et ralentissent les eaux de ruissellement. Tous les mobiliers urbains sont fixés pour éviter les dégâts d'arrachement et de projection en cas de tempête accompagnée de fortes pluies. Pour les bâtiments, les parkings et les premiers étages sont parfois inondés, mais tout est prévu en avance, avec des méthodes pour laisser pénétrer l'eau et éviter toute dégradation en attendant qu'elle s'infiltre ou soit pompée. Pompes et bâtards d'eau permettent notamment de réguler les flux d'eau. Les replis temporaires vers des refuges annexes ou des déplacements permanents sont organisés pour limiter les pertes. Puis de manière générale, les plans de prévention des risques d'inondation ont été renforcés. Il n'existe plus de contournement possible. Pour les risques de retrait et gonflement des argiles, des préconisations sur les constructions ont été largement diffusées. Fondations adaptées, joints de rupture, systèmes de drainage se sont normalisés. Des plans de remédiation ont aussi été déployés à grande échelle avec ces fameux systèmes de drainage et récupérateurs d'eau de pluie. Ces mesures ont permis, malgré les sécheresses, de limiter les montants des dommages à indemniser et les cas extrêmes restent pris en charge. Les sécheresses ont aussi impacté nos forêts, mais heureusement, de grandes campagnes de prévention du risque incendie ont permis de faire connaître les comportements responsables et d'éviter bon nombre de départs d'incendie dus aux imprudences des riverains et des touristes. La gestion des forêts et la diversité des espaces plantés, adaptés au changement climatique, a aidé. Mais surtout, c'est la contribution de chacun au débroussaillement des jardins, au choix des matériaux peu inflammables pour les ouvertures, qui a considérablement protégé les villes des feux de forêt. Quant aux dispositifs de gestion des feux et de la diffusion des alertes, ils sont si efficaces que les forêts restent fréquentables même en été. Elles sont un havre de paix, le meilleur endroit pour aller se balader et se rafraîchir en été. Je vous ai raconté 2 récits qui se proposent à nous et nous emmènent vers 2 issues opposées. La question que l'on se pose maintenant, c'est où est-ce qu'on veut aller ? Comment on souhaite se positionner ? À la sortie de la COP28, il est clair qu'en termes d'atténuation au changement climatique, nous sommes bien loin du compte. En revanche, on s'aperçoit que la réflexion s'oriente de plus en plus vers les pertes et dommages et un peu les stratégies d'adaptation. À l'échelle nationale, française, le 3e plan national d'adaptation au changement climatique est actuellement en cours de rédaction et il devrait en découler des mesures concrètes et des budgets associés. Il est donc probable que l'on s'oriente vers d'importants changements et la mise en place de stratégies d'adaptation fortes. Et les stratégies d'adaptation ont de particulier qu'elles nécessitent l'appui de tous les acteurs pour leur déploiement, des plus locaux aux plus globaux. Il revient donc à chacun d'entre nous de nous emparer de ces stratégies concrètes, de les porter dans nos imaginaires et d'essaimer ces idées partout autour de nous, de discussions en expérimentation et en opération, pour nous diriger vers un scénario réaliste où l'on se retrousse les manches pour qu'il reste désirable.